Les courses dans mes bras semblaient plus lourdes que d'habitude alors que je les équilibrais contre ma hanche et cherchais mes clés. C'était censé être un vendredi normal, même routine, même accueil tranquille. J'imaginais Jenna appelant depuis la cuisine, comme si elle avait l'habitude de voir les enfants se chamailler à propos de quelque chose de petit, l'odeur du dîner flottant dans l'air. Je me souris, fatigué mais content. Je n'avais aucune idée que j'allais vers la fin de ma vie telle que je la connaissais. Lorsque la porte d'entrée s'est ouverte, j'ai été frappé par une vague de rire sonore, le claquement aigu d'un bouchon de champagne et un désordre de ballons colorés flottaient contre le plafond. Des confettis flottaient paresseusement dans les airs et un gâteau trône fièrement sur la table. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être oublié un anniversaire, peut-être que Jenna avait organisé une fête surprise pour quelqu'un et avait oublié de me le dire. Mais ensuite je l'ai vue. Jenna se tenait au centre de la pièce, une main sur la hanche, l'autre tenant un verre de vin, souriant comme un chat qui vient d'attraper un oiseau. Sophie et Noah étaient là aussi, debout maladroitement près de l'escalier, et à côté de Jenna, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant, un homme avec trop d'eau de Cologne et un air suffisant sur le visage. Il avait son bras paresseusement enroulé autour de sa taille comme si sa place était là. Mon ventre se serra. Surprise. Annonça Jenna, sa voix brillante et aiguë comme du verre brisé. Elle leva son verre plus haut. Nous vous quittons une seconde. Je pensais avoir mal entendu me quitter. Ce devait être une sorte de mauvaise blague. Mais Jenna s'est contentée de rire et l'homme à côté d'elle a ri aussi, comme s'il partageait une blague privée à mes dépens. Je restais là, dans l'embrasure de la porte, figé. Le sac d'épicerie m'a glissé des doigts et a heurté le sol avec un bruit sourd. Les canettes roulaient et tournoyaient sur le bois dur. Je n'ai pas bougé pour les ramasser, j'ai juste regardé. Jenna a bu une longue gorgée de son verre puis s'est dirigée vers moi comme si elle présentait un grand prix. Merci pour tout, dit-elle gentiment, presque moqueuse. Merci d'avoir remboursé l'hypothèque, merci d'avoir couvert mes prêts étudiants. Vous nous avez vraiment bien mis en place. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. J'ai tourné mon regard vers Sophie. Ses yeux étaient écarquillés et larmoyants, ses mains agrippaient l'ourlet de son sweatshirt. Noah avait l'air confus, agrippant la rampe comme s'il essayait de se tenir debout. Aucun d'eux ne parlait, aucun d'eux ne souriait. Derek, j'apprendrai son nom plus tard, mais à ce moment-là, il n'était qu'un étranger, n'avait même pas la décence de regarder. Loin. ENNA a pleuré sur ses frais de scolarité Bill et j'ai trouvé un autre travail indépendant pour m'assurer qu'elle puisse obtenir son diplôme d'EPTRE. Les vacances en famille que j'ai sautées pour rattraper mes versements hypothécaires, les cadeaux d'anniversaire que j'ai transmis pour que nous puissions construire quelque chose de durable. Et maintenant, j'étais jeté comme la poubelle d'hier. Pas de bagarre, pas d'excuses, juste une fête et un gâteau. J'ai pris une lente inspiration et me suis dirigé vers le comptoir de la cuisine. Mes clés me semblaient lourdes dans la main. Je les ai assis doucement à côté de l'évier, à côté du bouquet de ballons de félicitations qui s'agitaient innocemment sur leur ruban. Je n'ai pas regardé Jenna, je n'ai pas regardé Derek, je n'ai pas dit un mot. Noah émit un petit bruit, un son brisé, presque comme un gémissement, mais Jenna ne le remarqua même pas. Elle était trop occupée à trinquer avec Derek. Je me suis agenouillé, j'ai lentement ramassé les canettes sur le sol et je les ai soigneusement remises dans le sac, une par une. Pas de précipitation, pas de bruit. Le monde autour de moi s'est évanoui dans un bourdonnement sourd. En me levant, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir du couloir. J'ai à peine reconnu l'homme qui me regardait, yeux fatigués, épaules affaissées. Un homme qui avait tout donné pour un rêve qu'il pensait qu'ils partageaient tous. Peut-être que le plus triste n'était même pas la colère, pas encore, juste le vide. J'ai redressé mes épaules, me suis retourné sans un mot et suis sorti par la porte. Derrière moi, j'entendis Jenna rire à nouveau, un son aigu et scintillant comme du verre brisé tombant sur le sol. La porte se referma avec une détermination qui semblait presque miséricordieuse. Dehors, le soleil se couchait en épaisses bandes rouges et dorées, saignant dans le ciel. Je suis resté un moment sur le porche, sentant l'air frais traverser ma chemise. J'ai pensé à faire demi-tour, à exiger des réponses, à me battre. Mais alors, pourquoi restait-il à se battre? J'avais construit les fondations. J'avais remis les clés. Ils avaient célébré mon utilité et m'avaient rejeté. Revenir en arrière n'annulerait pas cela. J'ai sorti mon portefeuille de ma poche et j'ai regardé le billet de 20 $ froissé à l'intérieur. C'était tout ce que j'avais sur moi, pas de plan, pas de destination, juste la liberté,
brute et terrifiante. Je suis descendu du Porsche et j'ai marché dans l'allée. Devant la voiture que j'avais achetée pour Jenna. Passé devant le panier de basket que j'avais installé pour le dernier anniversaire de Noah. Après le parterre de fleurs que Sophie et moi avions planté ensemble il y a 2 étés. La maison, leur maison, se dressait maintenant derrière moi comme une pierre tombale au bout de la rue. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. J'ai continué à marcher dans la nuit grandissante, sentant le froid s'installer dans mes os. Quelque part là-bas, une nouvelle ville attendait. Je ne savais pas à quoi cela ressemblerait, je ne savais pas qui je deviendrais, mais je savais une chose aussi sûre que je connaissais mon propre nom, je ne reviendrai plus jamais dans cette maison, pas comme l'imbécile qu'ils avaient célébré, pas comme l'homme qu'ils avaient rejeté. S'ils voulaient un monde sans moi, ils l'avaient. Et quand ils ont réalisé ce qu'ils avaient perdu, quand les ballons se sont affaissés, que le gâteau a pourri et que les rires se sont transformés en silence, je ne serai plus là pour le voir. J'ai disparu dans l'obscurité, me sentant plus légère à chaque pas. Et pour la première fois depuis des années, le silence ne m'a pas fait peur. Cela m'a libéré. J'ai roulé pendant des heures sans vraiment savoir où j'allais. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai appelé personne, j'ai juste laissé la route s'étendre devant moi, interminable et sombre, comme un tunnel sans issue. Le dernier rayon de soleil avait disparu et le ciel au-dessus était lourd et noir. Les phares des voitures venant en sens inverse défilaient comme des fantômes. Je les ai à peine remarqués. Quelque part entre une station-service et une autre, j'ai réalisé que j'avais franchi la frontière de l'État. Je n'avais pas encore l'impression d'être libre, juste de l'espace, un espace vide et calme où personne ne connaissait mon nom, personne n'attendait rien de moi et personne n'organiserait de fête une fois qu'il aurait fini de m'utiliser. Vers minuit, j'ai trouvé un motel délabré juste à côté de l'autoroute, niché entre un restaurant et un lave-auto fermé. L'enseigne au néon vacilla comme si elle rendait son dernier souffle. Au bord de la rivière. Ce n'était pas près d'une rivière que je pouvais voir, et ce n'était pas vraiment un intérieur non plus, plutôt une rangée de portes fatiguées et de fenêtres poussiéreuses. Mais ça ferait l'affaire. J'ai garé ma voiture sous un feu cassé et j'ai attrapé la seule chose que j'avais emportée avec moi, mon portefeuille. Mes mains tremblaient un peu à mon arrivée. Le responsable de nuit n'a posé aucune question, il a simplement glissé une clé sur le comptoir et a indiqué le couloir. La chambre douce sentait l'eau de javel et les vieilles cigarettes. Le pain du lit était rêche. La lampe près du lit a vacillé quand je l'ai touchée. Je m'en fichais. J'ai verrouillé la porte, j'ai tiré la chaise dessus pour faire bonne mesure et je me suis effondré sur le matelas sans même enlever mes chaussures. Je restais allongé là, à regarder le plafond, mon corps complètement immobile, mais mon esprit s'emballant. J'ai pensé au rire de Jenna, à la façon dont il m'avait transpercé plus tranchant que n'importe quel couteau. J'ai pensé aux grands yeux effrayés de Sophie, aux petites épaules de Noah voûtées par la confusion. J'ai pensé aux clés sur le comptoir, aux confettis sur le sol, aux gâteaux qui devaient encore être là en attendant qu'ils le découpent et servent des morceaux de ma vie à leurs invités. J'ai réfléchi à tout cela et puis je me suis forcé à arrêter. Le silence était plus lourd que le bruit, plus lourd même que la colère. Il reposait sur ma poitrine, épais et immobile. Mais pour la première fois, personne ne me tirait. Personne ne demandait d'argent, ni d'aide aux devoirs, ni un sacrifice supplémentaire. C'était juste moi. Je ne me souviens pas m'être endormi, seulement que lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, la lumière du soleil traversait les fentes des rideaux et quelqu'un frappait contre le mur d'un accent grave côté. Je me suis assis lentement, ayant l'impression d'avoir été heurté par un camion. Il y avait un restaurant de l'autre côté du parking. Je suis arrivé là-bas vers midi, portant toujours les vêtements d'hier. La serveuse, une femme au visage aimable et aux yeux fatigués, ne posa pas non plus de questions. Elle m'a servi du café sans un mot et m'a laissé seul dans une cabine d'un coin. J'en étais reconnaissant. À mi-chemin de mon assiette de gras et de pain grillé, un homme s'est glissé sur le siège en face de moi. J'ai levé les yeux surpris, mais il a simplement hoché la tête comme si nous étions de vieux amis. « Tu restes à Riverside ?» demanda-t-il d'une voix rauque comme du papier de verre. J'ai lentement hoché la tête. « Ouais, pour l'instant. » Il tendit la main, il s'appelle Pete Langford. Je suis propriétaire du garage en bas de la rue. On dirait que tu aurais besoin d'un peu de travail. Je ne savais pas si je devais rire ou être offensé, peut-être les deux. Au lieu de cela, je lui ai serré la main. Sa poigne était ferme, stable. Je m'appelle Jason. Dis-je en donnant mon vrai nom, sans réfléchir. Cela ne semblait pas très utile de mentir,
Et pourtant j'aurais besoin d'un peu de travail. Pete s'est penché en arrière dans la cabine et m'a étudié comme un mécanicien étudie un moteur en panne. Tu es doué avec tes mains? J'ai pensé à toutes les années passées à réparer cette maison, des robinets qui fuyaient, des cadres de porte cassés, des radiateurs cassés. J'ai pensé aux nuits que j'ai passées à résoudre des problèmes. Personne d'autre ne l'a même remarqué. Juste pour que ma famille puisse avoir un peu plus de facilité, je puisse comprendre les choses, dis-je doucement. Pete sourit, assez bien, viens au magasin demain, tu peux? Quelqu'un qui n'hésite pas à se salir les mains. Il s'est levé, a posé quelques billets sur la table pour son café et est parti avant même que j'aie pu le remercier. Le reste de la journée se confondit. Je me suis promené dans la ville telle qu'elle était, une rue principale avec une épicerie, une laverie automatique, un prêteur sur gage, une station-service avec une pompe en état de marche, pas grand-chose d'autre. Mais c'était différent, plus lent. Personne ne m'a regardé 2 fois, personne ne se souciait d'où je venais ni pourquoi j'étais là. Je suis retourné au motel et me suis assis sur le bord du lit, regardant le téléphone à brûleur que j'avais acheté à la station-service. Je ne l'avais pas encore allumé. Je ne voulais pas. Je savais qu'à la seconde où je le ferais, le monde extérieur reviendrait en courant, Jenna, peut-être, Sophie, peut-être même le quartz. J'ai mis le téléphone dans le tiroir et je l'ai fermé fermement. Cette nuit-là, j'ai travaillé mes muscles jusqu'à ce qu'ils soient malades. J'ai resserré les vis desserrées sur la chaise. J'ai réparé la lampe près du lit. J'ai même nettoyé le coulis de la salle de bain parce que j'avais besoin de me sentir utile, même si ce n'était que pour moi. Quand je me suis finalement glissé dans mon lit, j'ai attendu que la peur familière s'installe, les que sais-je, les regrets, le dégoût de soi qui m'empêchait habituellement de dormir. Mais ce n'est pas venu. Pour la première fois depuis des années, mon corps a abandonné le combat et s'est contenté de dormir, pas de cauchemar, pas de sueur froide, pas de réveil sursaut à 3 heures du matin pour regarder le ventilateur du plafond et se demander comment tout s'était si mal passé. Juste un sommeil profond et honnête, le genre que vous ne pouvez pas simuler, le genre dont vous ne réalisez même pas que vous avez manqué jusqu'à ce que vous le ressentiez enfin à nouveau. Je me suis réveillé le lendemain matin avec la lumière du soleil pénétrant à travers la fenêtre et une étrange sensation dans ma poitrine. Pas la paix, pas encore, mais quelque chose de proche, un calme, une tranquillité, une petite racine d'espoir tenace plantée profondément là où le rire de Jean ne pouvait pas la toucher. J'ai étendu mes bras au-dessus de ma tête et j'ai souri intérieurement. Ce n'était pas vraiment une pièce qui sentait l'eau de Javel, un travail de réparation de moteur cassé, un téléphone à $20 dans un tiroir, mais c'était le mien. Pour la première fois depuis longtemps, tout ce qui me restait était à moi. 2 semaines se sont écoulées comme de la fumée entre mes doigts. Chaque jour commençait le même café au restaurant, de longues heures dans le garage de Pete, l'odeur de graisse et de vieux pneus remplissant mes poumons, une soirée. Passer à regarder par la fenêtre de la chambre 12, à regarder les mythes se battre contre les néons. Des nuits où, si j'avais de la chance, le sommeil venait facilement et la culpabilité restait enfermée devant la porte. Je n'ai pas allumé le téléphone graveur une seule fois. Je me suis dit que c'était pour le mieux, que le silence valait mieux que le chaos, que ne pas savoir était plus sûr. Mais même dans ce calme, une partie de moi se préparait, attendant que le monde que j'avais laissé derrière moi s'écrase à travers les murs. Cela n'a pas pris longtemps. Un après-midi, alors que je remplaçais un alternateur cassé dans une vieille Chevrolet, Pete est sorti du bureau avec un sac en papier dans une main et le téléphone avec brûleur dans l'autre. « Ton sac bourdonne », dit-il en le jetant sur l'établi à côté de moi. Je l'ai regardé comme si c'était une grenade réelle. L'écran s'est allumé, Jenna. Je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas touché, j'ai juste regardé le téléphone vibrer à nouveau pour devenir silencieux. 30 secondes plus tard, ça sonnait à nouveau. Cette fois, un nom différent apparut sur l'écran, April, ma sœur. Ma poitrine se serra. Je m'essuyai les mains avec un chiffon et attrapai le téléphone, hésitant juste une seconde avant de répondre. Jason, qu'est-ce que tu leur as fait? La voix d'April a explosé à mon oreille, aiguë et furieuse. J'ai cligné des yeux, abasourdi, de quoi tu parles? Ils perdent la tête. Elle a crié, Jean fait exploser mon téléphone. Maman m'a appelé au milieu de la nuit pour me dire, tu as disparu. Derrick est à l'hôpital. Les enfants vivent chez la mère de Jenna. Que as-tu fait? Je m'appuyai lourdement contre le banc, la pièce tourna un instant. Je n'ai rien fait. J'ai dit lentement, je suis parti, tu es parti. Sa voix était brisée par l'incrédulité.
Vous ne pouvez pas simplement disparaître. Tu es leur père. J'ai fermé les yeux. Je pouvais imaginer April arpentant sa cuisine, sa queue de cheval en désordre, ses pieds nus frappant le carrelage. Elle s'est toujours trop souciée de moi, de tout le monde. Je n'ai pas disparu, dis-je doucement. Je me suis retiré. Il y a une différence. Il y eut un long silence. À l'autre bout. Je l'ai entendu respirer rapidement et superficiellement. Il s'effondre, Jason, dit-elle plus doucement. Maintenant tu dois revenir. Je laisse les mots pendre entre nous. Revenir à quoi? À Jenna et son nouveau petit ami qui jouait à la maison, à une maison qui n'était plus la mienne. Je ne peux pas, dis-je, ma voix se brisant un peu. Je ne le ferai pas, April jura dans sa barbe. Parle au moins à Sophie. Elle te demande. Cette coupure plus profonde que toute autre chose aurait pu coincer Sophie, ma douce et sensible fille au milieu de cette épave. J'ai pressé le talon de ma main contre mon front, m'efforçant de rester fort. Je l'appellerai quand je serai prêt. J'ai dit, n'attends pas trop longtemps. April a prévenu que les enfants ne restent pas toujours les mêmes. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. Je suis resté là un long moment, le téléphone lourd dans la main, Pet m'observant depuis la fenêtre du bureau. Finalement, j'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis retourné au travail, me forçant à me concentrer sur les boulons, les ceintures et les choses que je pouvais réparer, pas sur le désordre que j'avais laissé derrière moi cette nuit-là, seul dans ma chambre. J'ai rallumé le téléphone, 43 appels manqués, 17 messages vocaux, la moitié de Jenna, l'autre moitié de numéros que je ne reconnaissais pas et puis, au milieu de tout ce chaos, un seul message provenant d'un numéro inconnu, ce n'est pas de votre faute. Ils font ça à tout le monde. Surveillez vos arrières. Pas de nom, pas d'explication, juste cet avertissement effrayant. J'ai regardé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Ensuite, j'ai posé le téléphone sur la table de nuit et je me suis assis sur le bord du lit, la tête dans les mains. Les vannes s'étaient ouvertes. Au matin, le directeur du motel a glissé une enveloppe jaune sous ma porte, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents, des rapports médicaux, des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux, un rapport d'incident de la police portant le nom de Derrick. Selon certaines informations, Derrick aurait été admis à l'hôpital après une altercation dans un bar. Des témoins ont déclaré qu'il était ivre, agressif et qu'il avait été expulsé par la sécurité. Jenna avait posté des selfies souriant depuis la salle d'attente de l'hôpital, prétendant qu'il s'agissait d'un accident mineur. Rien à voir ici, les amis, juste une autre journée parfaite dans sa vie parfaite et brillante. Sauf que ce n'était pas parfait, c'était craquant. Je ne savais pas qui m'avait envoyé l'enveloppe, mais j'avais une hypothèse, quelque part là-bas, quelqu'un connaissait le jeu de Jenna et Derrick, quelqu'un qui avait été brûlé par eux. Avant de repenser au message texte. Ils font ça à tout le monde. Un coup frappé à la porte me sortit de mes pensées. Je l'ai ouvert pour trouver Pet debout avec un pack de 6 dans une main et un sac en papier dans l'autre. On dirait que vous pourriez avoir besoin d'un peu de compagnie, dit-il simplement. Je n'ai pas discuté. Je me suis écarté et il est entré, se laissant tomber sur la chaise battue comme si l'endroit lui appartenait. Il a ouvert une bière et m'en a lancé une. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, buvant et regardant le soleil plonger sous l'horizon. « Mais tu n'es pas obligé de me le dire, dit finalement Pet. Mais tu devrais savoir ce qui te poursuit. Tu n'es pas obligé de courir éternellement. » J'ai tourné la bouteille dans mes mains, regardant la condensation couler sur mes doigts. « Peut-être que je ne cours pas, ai-je dit. Peut-être que je suis enfin immobile. » Pet grogna comme s'il avait compris, et peut-être qu'il l'a fait. Le problème avec les hommes brisés, c'est qu'ils se reconnaissent. Vous n'avez pas besoin de partager toute votre histoire. Les fissures transparaissent, même si vous essayez de les cacher. Après le départ de Pet, je me suis assis tard, feuilletant à nouveau l'enveloppe, lisant chaque mot, mémorisant chaque détail. Si Jenna pensait que je reviendrais en rampant pour réparer ses dégâts, elle ne me connaissait pas aussi bien qu'elle le pensait. Plus maintenant. Je n'étais pas le même homme qui l'avait supplié de rester il y a des années lorsqu'elle avait menacé de partir. Je n'étais pas du genre à s'étirer de plus en plus, essayant d'être suffisant. Je m'étais éloigné une fois et s'il le fallait, je continuerais de marcher, même si cela me brisait à nouveau. J'ai éteint la lumière et me suis allongé sur le lit, l'enveloppe bien rangée sous mon oreiller, le téléphone avec brûleur à portée de bras. Je ne savais pas ce que demain m'apporterait,
probablement plus de cris, plus de mensonges, plus de tentatives pour me ramener dans leur cirque. Mais pour ce soir, il n'y avait que le bruit du climatiseur cassé du motel qui claquait dans la fenêtre et les battements doux et réguliers de mon propre cœur, refusant d'arrêter. La matinée a commencé de la même manière que la plupart des autres, une tasse de café tiède de motel, le soleil poussiéreux traversant de fins rideaux, le bourdonnement constant des voitures qui passent sur l'autoroute. Je m'étais presque convaincu que ce serait une journée normale, celle où rien du passé ne me trouverait. Mais quand j'ai ouvert la porte pour prendre le journal que Pet m'avait toujours livré, je les ai repérés, 3 enveloppes ont soigneusement glissé sous ma porte pendant la nuit. Pas de tampon, pas de marquage, juste mon nom, écrit par différentes mains, pressé assez fort pour presque déchirer le papier. Pendant une longue minute, je les ai regardés. Je ne voulais pas les récupérer. Une partie de moi voulait se retourner dans le lit et faire comme s'ils n'étaient pas là, mais je ne pouvais pas. Je savais mieux. Ignorer les choses ne les a jamais fait disparaître. Je me penchai, les ramassai lentement et fermai la porte derrière moi, le clic de la serrure sonnant trop fort dans la petite pièce. Je m'assis sur le bord du lit, les enveloppes étalées sur mes genoux. 3 d'entre elles, 3 tempêtes différentes attendant de se déchaîner. J'ai passé mes doigts sur le premier, celui écrit avec l'écriture acérée familière de Jenna. Je l'ai déchiré sans cérémonie. Sa lettre était tout ce à quoi je m'attendais et rien. Cela m'a surpris. Des excuses défilaient sur la page comme de la peinture renversée, salissante, frénétique, impossible à croire. Je lui ai manqué. Elle ne savait pas ce qui n'allait pas. Elle avait besoin que je revienne et que je répare tout avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots m'ont tordu au pas pour elle, mais pour l'homme que j'étais, l'homme qui aurait lu cette lettre et se serait précipité sans hésiter. Il avait disparu, maintenant enseveli sous des couches de trahison trop profondes pour qu'on puisse les creuser. J'ai mis la lettre de Jenna de côté et j'ai ramassé la deuxième enveloppe. Celui-ci était plus léger. L'écriture était hésitante, un peu brouillonne, Sophie. J'ai avalé difficilement et l'ai ouvert avec précaution, comme si le papier lui-même risquait de se briser. Sa lettre était courte, sans mots fantaisistes, sans grandes explications, juste l'honnêteté brute d'une jeune fille de 14 ans qui ne comprenait pas pourquoi le monde qu'elle connaissait s'effondrait. « Papa, tu es en colère contre moi aussi ? Je ne savais pas quoi faire. Tu me manques. Noé pleure la nuit. S'il vous plaît, rentrez à la maison, s'il vous plaît. » Chaque mot était plus profond que le précédent. Je pouvais voir son visage pendant qu'elle l'écrivait, la façon dont elle mâchait son épingle quand elle était nerveuse, la façon dont elle appuyait trop fort sur le papier quand elle essayait de ne pas pleurer. Je fermai les yeux et laissai échapper un souffle lent et tremblant. Elle ne faisait pas partie du désordre de Jenna, pas plus que Noah. Ce n'étaient que des enfants pris dans une tempête. Ils n'ont pas commencé à essayer de trouver quelque chose de solide auquel s'accrocher. J'ai soigneusement plié la lettre de Sophie, lissé les plis avec mon pouce, et les posé sur la table de nuit. Une promesse de lui répondre, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais bientôt. Il fallait que je trouve les mots justes, ceux qui ne faisaient pas de fausses promesses mais qui lui donnaient quand même de l'espoir. Finalement, j'ai récupéré la dernière enveloppe. Celui-ci n'était pas du tout adressé, juste mon nom, imprimé en lettres majuscules, comme si les cendres avaient voulu rester cachées. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier et une transcription de la messagerie vocale griffonnée à la hâte. C'était d'une personne nommée Dana Reyes. Au début, je n'ai pas reconnu le nom, mais à mesure que je lisais le message, un sentiment de nausée et de naufrage a commencé à prendre racine. Vous ne me connaissez pas, mais vous devriez connaître la vérité. Jenna et Derek, ce n'est pas nouveau. Ils font ça aux gens, les utilisent, les saignent, les laissent derrière eux. Derrick a déjà emprunté cette voie. Jenna aussi. Tu n'as rien cassé. Ils étaient cassés bien avant votre arrivée. Protégez-vous. Ne croyez pas les excuses, ne les laissez pas vous retenir. Pas de signature, pas d'adresse de retour, juste cet avertissement effrayant et le poids de la compréhension qui pèse lourdement sur ma poitrine. Tout cela avait un sens cruel, la romance éclair que Jenna prétendait avoir avec Derek, la façon dont elle est soudainement devenue froide après des années de lutte ensemble, le timing, la trahison, les rires alors qu'elle me regardait partir. J'avais toujours pensé que j'avais dû échouer quelque part, que je n'avais pas travaillé assez dur, aimé, assez fort, suffisamment fourni. Mais peut-être, juste peut-être, qu'il ne s'agissait jamais de ce que j'avais fait ou pas fait. Peut-être que j'avais toujours été un tremplin,
une base solide que Jenna pourrait utiliser jusqu'à ce qu'elle trouve une option plus brillante. Et maintenant, les fissures apparaissaient dans leur nouveau conte de fées. Dererick était à l'hôpital, Jenna était désespérée, Sophie avait peur et quelqu'un, peut-être Dana, avait décidé que je méritais de connaître la vérité. Je restais longtemps assis à regarder les lettres étalées devant moi comme les pièces d'un puzzle brisé. Un coup à la porte me fit sursauter. C'était Pete qui tenait un sac en papier marron contenant un déjeuner. Il a regardé mon visage et n'a posé aucune question. Il m'a simplement tendu le sac et a fait un signe de tête en direction des lettres. Fantôme de chez moi. Il a demandé d'un ton bourru, « Ouais », j'ai dit ma voix rauque, « Tu vas leur répondre ?» J'y ai pensé, à revenir en courant, à prendre le volant et à essayer de diriger la voiture accidentée en laquelle Jenna avait transformé notre famille, à retomber dans le rôle de réparateur, de sauveur, de martyr. Non, j'ai finalement dit non. Encore. Pete hocha la tête comme s'il comprenait. Il n'a pas poussé. Il m'a juste tapoté l'épaule une fois solidement ancrée et m'a laissé à mes pensées. J'ai passé le reste de la journée dans le garage à me jeter au travail comme un noyé, m'accrochant au bois flotté, à la graisse sous mes ongles, à la sueur dans mon dos, à la simplicité réconfortante des moteurs cassés et des boulons dénudés, aux problèmes avec des solutions claires. Cette nuit-là, je me suis assis au petit bureau bancal du motel et j'ai répondu à Sophie. Des mots prudents et lents, pas des promesses que je ne pouvais pas tenir, mais le genre de vérité qu'elle méritait. Je suis toujours là, Sophie. Tu me manques aussi. Je pense à toi et à Noah tous les jours. Vous n'avez rien fait de mal. Je t'aime toujours, Will. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour comprendre les choses. S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Nous trouverons notre chemin à travers cela, je le promets. Je l'ai soigneusement plié et je l'ai glissé dans une enveloppe, prévoyant de l'envoyer le lendemain matin. Quant à la lettre de Jenna, j'y ai mis le feu dans le lavabo de la salle de bain, regardant le papier se courber et noircir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Certains ponts n'étaient pas destinés à être traversés à nouveau et certains adieux devaient être permanents. Quand je me suis finalement mis au lit, j'ai senti un morceau étrange s'installer sur moi, lourd mais réel. Je ne courais plus. Je reconstruisais, une pièce cassée à la fois. Le lendemain matin, j'ai envoyé la lettre à Sophie. Je me tenais là, devant le petit bureau de poste, le vieux ventilateur de plafond grinçant au-dessus de ma tête, regardant la femme derrière le comptoir le tamponner comme s'il s'agissait de n'importe quel autre courrier. J'avais presque envie de crier après pour m'assurer qu'elle savait combien cette lettre contenait. Mais bien sûr, elle ne l'a pas fait. Personne ne pouvait voir à quel point quelques mots simples étaient lourds alors que toute votre vie ne tenait qu'à un fil. Ensuite, je me suis assis dans ma voiture avec le moteur au ralenti, regardant le pare-brise fissuré, ayant l'impression d'être assis à un carrefour. Je pourrais rentrer chez moi en voiture, je pourrais retourner en trombe dans cette maison brisée et exiger des réponses, exiger ma vie. Une partie de moi en avait envie. La colère, la confrontation, la vilaine explosion désordonnée. Mais une autre partie de moi, la plus calme et la plus intelligente, murmurait qu'il existait une meilleure solution. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de Victor Lann. Victor et moi étions amis à l'université. C'était l'un des gars les plus pointus que j'ai jamais rencontrés, rapide, impitoyable quand il le fallait, mais juste. La dernière fois que j'ai entendu dire qu'il s'était lancé dans le droit de la famille. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais je savais que si quelqu'un pouvait m'aider à naviguer dans ce champ de mine sans me faire exploser, ce serait lui. J'ai sorti mon téléphone portable, j'ai fait défiler les contacts, pour la plupart vides, et j'ai composé le numéro dont je me souvenais à peine. Il a sonné 2 fois avant que quelqu'un ne décroche Victor Lann. Répondit une voix nette. Je m'éclaircis la gorge, Vic, c'est Jason Hart. Il y eut un silence, puis un rire. Jason, putain de mec, ça fait longtemps. Ouais, j'ai dit. Ma bouche était sèche. Écoute, j'ai besoin de conseils juridiques. Son ton changea instantanément, professionnel et aigu. Que se passe-t-il? Je me suis penché en arrière sur le siège, regardant le toit qui s'écaillait de la voiture. C'est une longue histoire. J'ai le temps. Victor a dit, commencez à parler. Alors je l'ai fait. Je lui ai tout raconté, les ballons, le gâteau, l'annonce de Jenna, les enfants, les lettres, Derek, l'avertissement de Dana. J'ai tout exposé, sans rien retenir. Quand j'ai finalement fini, il y a eu une longue pause. À l'autre bout du fil,
Jason Victor dit lentement, vous avez fait exactement la bonne chose en vous éloignant. J'ai laissé échapper un soupir. Je n'avais pas réalisé que je tenais. Mais vous n'avez pas encore fini. Il a ajouté, si vous voulez vous protéger, vous et vos enfants, vous devez être intelligent. Jean ne va pas descendre tranquillement. Les gens l'aiment bien. Ils raconteront n'importe quelle histoire pour devenir la victime. Ici, on ne peut pas combattre le feu par le feu. Il faut le combattre avec des faits. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Que dois-je faire? D'abord, il a dit, restez silencieux. Pas de texte dramatique, pas d'affrontement, pas de menaces. Documentez tout. Enregistrez chaque message vocal, chaque lettre. Deuxièmement, vous devez établir officiellement que vous n'avez pas abandonné les enfants. Elle va essayer de te dépeindre comme le père mort qui s'est enfui. Mon estomac s'est tordu, mais je ne les ai pas abandonnés. Je sais, dit Victor, et nous allons le prouver, nous demanderons une garde à vue d'urgence si les choses empirent, surtout si elle les néglige pour chasser ses petits amis. Je me suis frotté le front. C'est déjà mauvais. Big Sophie a peur, Noah, confuse, Jean est en désordre. Ensuite, ce n'est qu'une question de temps. Il a dit, donne-lui assez de cordes, Jason. Les gens comme elle se pendent toujours. Finalement, il m'a donné une liste de choses à rassembler, dossiers, reçus, anciens courriels, tout ce qui montrait mon implication auprès des enfants. Je l'ai remercié, me sentant un peu plus stable, un peu moins comme si je me tenais sur une falaise en ruine. Avant de raccrocher, il a dit quelque chose qui m'a marqué, Jason, souviens-toi de ceci, tu ne te bats pas contre Jenna, tu te bats pour Sophie et Noah. Gardez la tête claire. Tu n'es plus leur pion, tu es leur bouclier. L'appel a pris fin et je suis resté assis là pendant un long moment, sentant son poids s'installer dans mes os. Cette nuit-là, j'ai commencé à construire mon armure. J'ai sorti toutes les preuves. J'avais des photos de moi entraînant l'équipe de football de Noah, des reçus de sortie scolaire, des courriels aux enseignants, des invitations à une fête d'anniversaire. J'ai même déterré la feuille de calcul du budget familial que j'avais créé, celle dont Jenna avait ri et ignoré, montrant toutes les factures que j'avais payées, tous les sacrifices que j'avais faits. Je les ai numérisés sur un vieil ordinateur portable que Pete m'a prêté, je les ai organisés dans des dossiers, j'ai documenté chaque appel manqué de Jenna, chaque message vocal, chaque SMS. Il ne s'agissait pas de se venger, ni de lui faire payer. Il s'agissait de construire un mur si fort, si solide, que lorsqu'elle tenterait à nouveau de prendre d'assaut ma vie, elle se cognerait dessus et tomberait. 2 jours plus tard, Victor m'a rappelé, j'ai eu des nouvelles. Dit-il, pas surprenant, mais tu as quand même besoin de l'entendre. Je me suis préparé. Quoi? Jenna a essayé de déposer une ordonnance de non-communication contre vous. Ma bouche s'est ouverte. Quoi? Ne t'inquiète pas, dit-il calmement. Ça n'a pas collé. Elle n'avait aucune preuve, aucun incident, rien. Le juge l'a immédiatement rejeté. Mais ça montre à quel point elle est désespérée. Elle essaie de vous présenter comme le méchant. Je me suis assis lourdement sur le bord du lit. Incroyable. La voix de Victor s'adoucit légèrement, Jason, c'est une bonne chose. Le désespoir rend les gens négligents. Elle s'effondre plus vite que vous ne le pensez. Gardez simplement vos distances, gardez vos mains propres. Quand tout cela viendra au tribunal et ce sera le cas où nous serons prêts. Pour la première fois depuis cette horrible journée avec les ballons et le gâteau, j'ai senti quelque chose de pointu et d'inconnu scintiller dans ma poitrine. J'espère que ce n'était pas fini. Je n'ai pas été battu, je n'ai pas perdu mes enfants, ma dignité ou mon avenir. Pas encore, et peut-être, juste peut-être, que je ne le ferai jamais. Après avoir raccroché, je me suis assis et j'ai regardé le plafond pendant un long moment, laissant le silence m'envelopper comme une couverture. Ils avaient essayé de m'effacer. Ils avaient célébré mon départ, mais ils n'avaient pas réalisé quelque chose d'important, je n'étais pas un homme qu'on pouvait effacer. Je n'étais pas un homme que l'on pouvait remplacer. J'étais la fondation sur laquelle ils avaient construit leur rêve, et maintenant qu'ils l'avaient chassé de dessous eux-mêmes, la maison entière commençait à s'effondrer, et je serais là, non pas pour les attraper, mais pour attraper mes enfants et reconstruire quelque chose de réel, quelque chose d'honnête. Quelque chose que personne ne pourrait plus jamais m'enlever. La journée s'est déroulée lentement et étrangement après mon appel avec Victor. Chaque matin, je me levais tôt,
me préparait une tasse de café de motel bon marché et allait travailler au PTS Garage. La graisse sur mes mains, la sueur dans mon dos et le rugissement constant des moteurs remplissaient suffisamment mon esprit pour repousser les questions qui griffaient parfois les limites de ma paix. La plupart du temps, je restais à l'écart des potins de la ville. Je n'avais pas besoin de savoir ce que faisait Jenna. Je n'avais pas besoin de suivre toutes les mauvaises décisions qu'elle avait prises. Mais les ennuis ont une façon de vous retrouver lorsque les gens vous regardent. Et il n'a pas fallu longtemps pour que des morceaux commencent à affluer comme de la fumée sous la porte. Cela a commencé avec l'école. La nièce de Pete, qui travaillait à temps partiel à l'école primaire locale, est venue au magasin un après-midi pour récupérer sa voiture. Alors qu'elle attendait, feuilletant un magazine dans le hall poussiéreux, elle m'a jeté un coup d'œil et m'a dit avec désinvolture « Vous connaissez cette dame de la ville voisine à propos de Jenna Hart. Grande scène à l'école primaire. » Je me raidis, essayant de garder mon visage vide. Ce qui s'est passé? Elle haussa les épaules, mais sa voix exprimait cette curiosité prudente que les gens ressentent lorsqu'ils essaient de ne pas paraître curieux. Son petit garçon, Noah, a été envoyé chez le conseiller. Il pleurait tout le temps, il disait que son père lui manquait. Le professeur a dit qu'il agissait de manière anormale. Beaucoup de combats, triste, vraiment. J'acquiesçais avec raideur, m'essuyant les mains avec un chiffon, faisant semblant de ne pas sentir le chemin. Les mots m'ont frappé directement dans le ventre. Cette nuit-là, je me suis assis sur le bord de mon lit, regardant mon téléphone portable, faisant défiler les mises à jour. J'avais sauvegardé sans lire. Un autre message d'Avril, Noah a été suspendu pour avoir frappé un enfant. Aujourd'hui, dit le garçon, il t'a traité de perdant. Un autre message vocal de Victor. Nous avons des preuves qui s'accumulent, Jason, sa négligence est évidente. Soyez patient, ça se défait. J'ai posé mes mains sur mon visage, sentant la lente brûlure de l'impuissance parcourir ma colonne vertébrale. Mon fils, mon adorable garçon, se battant contre des étrangers parce qu'il ne savait pas comment défendre autrement l'homme qui était censé être là à ses côtés. La prochaine fissure dans le monde parfait de Jenna est survenue 2 jours plus tard. Il était en train d'essuyer le comptoir lorsqu'il s'est penché vers moi et m'a dit doucement « Vous connaissez Miss Grave, conseillère à l'école élémentaire de Willow Creek ?» J'ai hoché la tête. Sophie avait vu Madame Grave à plusieurs reprises après quelques incidents d'intimidation l'année dernière. Elle faisait partie des bonnes personnes, quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Elle a déposé un rapport, dit Pete en baissant la voix. Un tuyau anonyme a indiqué qu'il y avait des inquiétudes concernant la situation à la maison, les enfants montrant des signes de négligence et de violence psychologique. Peut-être que ma gorge s'est serrée. Les services sociaux s'en sont mêlés. Pete a ajouté, visite tranquille. Jenna n'était pas contente. Je pouvais l'imaginer, le faux sourire de Jenna, la douce voix cachant la fureur en dessous alors qu'elle essayait de les convaincre que tout allait bien, entraînant probablement les enfants dans des photos posées en train de préparer des biscuits qu'elle ne les laisserait pas manger, essayant de créer l'illusion d'une maison parfaite dans un bref délai. Mais on ne peut pas simuler la stabilité, pas pour longtemps, surtout pas quand les fissures sont suffisamment larges pour que tout le monde les voie. Je n'ai pas célébré la nouvelle. Cela ne m'a pas fait me sentir triomphant ou suffisant. Cela m'a rendu malade parce que pendant que le monde de Jenna s'effondrait, Sophie et Noah étaient ensevelis sous les débris et je ne pouvais pas les sortir. Mais j'ai dû être patient. La voix de Victor résonnait dans ma tête, donne-lui assez de cordes. Alors j'ai attendu et j'ai documenté chaque appel manqué, chaque message vocal où la voix de Jenna passait des larmes au cri puis à la douceur suspecte en moins d'1 minute. Dans chaque publication sur les réseaux sociaux, elle se présente comme une mère célibataire en difficulté, abandonnée par un mari égoïste et inutile. Plus elle développait son histoire, plus la vérité passait entre les mailles du filet. Des photos d'elle ont fait surface dans des bars accrochés à des hommes qui n'étaient pas Derek Pictures où Sophie était assise, oubliée en arrière-plan, les yeux creux, des commentaires sur ses messages d'amis plaisantant sur les nuits folles et laissant les bagages derrière. Capture d'écran, témoin sauvé aligné. Ce n'était plus seulement moi qui l'avais vu. C'étaient les professeurs, les voisins, les amis qui riaient de ses blagues et qui détournaient désormais le regard. Jenna avait passé des années à construire une tour à partir de mensonges et d'images soigneusement posées. Maintenant, je l'observais à distance de sécurité alors qu'elle s'effondrait brique par brique sous le poids de sa propre arrogance. Et le pire, c'est qu'elle ne s'était même pas rendue compte de ce qui se passait. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Pete et moi nous sommes assis derrière le garage en sirotant des sodas froids et en écoutant les grillons.
Tu penses qu'elle le sait déjà, demanda Pete en inclinant sa chaise contre le mur. Je secouai la tête. Non, les gens l'aiment bien. Ils ne le voient jamais venir. Il se croit à l'épreuve des balles. L'intable, grogna Pete. La fierté est une sacrée drogue. Nous restâmes assis encore un moment à regarder les étoiles sortir une à une. J'ai pensé à Sophie, à Noah, à la vie qu'on aurait pu avoir si les choses s'étaient passées différemment. Mais souhaiter ne change pas la réalité. Et la réalité était la suivante, Jenna avait choisi son chemin et j'avais choisi le mien. Tard dans la nuit, mon téléphone a sonné contre la table de nuit, un texto de Victor. Date d'audience fixée, 3 semaines. Accrochez-vous bien. J'ai regardé le message pendant un long moment, mon cœur battant lentement et lourdement dans ma poitrine. 3 semaines jusqu'à ce que tout se dévoile. 3 semaines avant que Jenna ne fasse face aux conséquences de la maison qu'elle a incendiée de ses propres mains. 3 semaines avant que je puisse enfin me présenter devant un juge et montrer avec une certitude tranquille que je n'avais pas abandonné ma famille. Je leur avais survécu. Le calme m'envahit à nouveau, pas celui qui vous étouffait, mais celui qui vous étouffait, mais celui qui vient quand vous savez au fond de vous que vous avez fait la bonne chose. Je me mis au lit, remontant la couverture rugueuse du motel jusqu'à ma poitrine. Le monde extérieur continuait de tourner, Jenna continuait de tourner en spirale, le bruit devenait de plus en plus fort, les accusations de plus en plus méchantes, les mensonges de plus en plus épais, mais rien de tout cela ne pouvait me toucher. J'avais déjà traversé le feu. Et maintenant, je regardais de l'autre côté, sain et sauf, le château de cartes s'effondrer et je savais, enfin, que je n'avais pas besoin de le sauver. Je devais juste sauver ceux qui valaient la peine d'être sauvés. La matinée de la fuite a commencé comme les autres. J'étais à mi-chemin de la rotation des pneus d'un vieux pick-up Ford lorsque Pete est entré à grands pas dans le garage, agitant son téléphone en l'air comme s'il était en feu. « Vous allez vouloir voir ça », dit-il à bout de souffle, un regard sauvage dans les yeux. Je me suis essuyé les mains avec un chiffon et j'ai pris le téléphone, m'attendant à de mauvaises nouvelles. Un autre gâchis dans lequel Jenna avait entraîné mes enfants, peut-être un autre coup désespéré pour se faire passer pour une victime. Mais ce que j'ai vu m'a fait retourner l'estomac d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. C'était une vidéo, une séquence granuleuse, provenant probablement du téléphone d'un passant, montrant Jenna assise à la terrasse d'un café avec un homme pas Derek, quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'ai reconnu instantanément, même si je ne l'avais pas vu depuis des années, Cameron Price, notre vieux voisin. L'homme qui tondait sa pelouse torse nu chaque fois que Jenna était seule à la maison. L'homme qui lui a accidentellement envoyé des textos à minuit plus de fois que je ne pourrais le compter. Il riait, se penchait tout près, sirotait du champagne comme s'il n'en avait rien à faire. Et sur le côté, à peine visible, Sophie était assise seule à une table d'angle, le menton posé sur son poing, regardant fixement son assiette intacte. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé directement dans le ventre. Pete a dû voir mon visage, car il a posé une main sur mon épaule, ferme et ferme. J'ai été envoyé en ville ce matin, a-t-il déclaré, la discussion de groupe entière s'est allumée, les mots se sont répandus rapidement. Je rendis le téléphone et m'appuyai contre l'établi pour essayer de reprendre mon souffle. Ce n'était plus seulement une trahison. Ce n'était pas seulement de l'égoïsme. C'était un abandon, une négligence, la preuve que Jenna n'était pas apte à s'occuper d'un poisson rouge, sans parler de 2 enfants qui ne tenaient déjà qu'à un fil. La colère qui couvait tranquillement en moi depuis des semaines a repris vie, chaude et féroce. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé Victor Lann. Répondit-il dès la première sonnerie, vif et alerte, comme toujours. C'est Jason, dis-je d'une voix tendue. Il faut voir quelque chose. Je lui ai transmis la vidéo. En quelques secondes, il a répondu. Cela change tout. Victor n'a pas perdu de temps. Cet après-midi-là, il est parti me chercher dans un café près du motel. Il était habillé avec élégance, blazer sombre, boutons de manchette argentés, cheveux soigneusement coiffés en arrière. Mais il y avait un avantage en lui aujourd'hui, une énergie concentrée, presque prédatrice. Il s'est glissé dans la cabine en face de moi, a sorti son ordinateur portable et s'est mis au travail. Nous soumettrons cela avec le reste des preuves. Dit-il en tapant rapidement. Le juge ne verra pas seulement la négligence, il verra un modèle, un style de vie. Il parcourut les dossiers avec une aisance experte, scré, pièce par pièce, il rassembla la vérité que Jenna essayait si désespérément de cacher. Elle ne survivra pas à ça, dit Victor,
pas méchamment, du moins pas au tribunal. J'ai regardé mon café, noir et intact. Une partie de moi se sentait engourdie. Une autre partie de moi avait envie de se lever et de crier. Finalement, enfin, les mensonges la rattrapaient. Mais derrière tout cela se cachait une tristesse profonde et lancinante. Il n'était pas nécessaire que ce soit ainsi. Il fut un temps où Jenna et moi rêvions d'une vie simple, d'une vraie maison, des rires résonnant dans les couloirs, des bougies d'anniversaire et des discussions nocturnes. J'avais tout construit sur les fondations de ce rêve, pour me rendre compte trop tard que j'étais le seul à essayer de le maintenir. Victor ferma son ordinateur portable en un clin d'œil. « Nous sommes prêts, dit-il. Date d'audience la semaine prochaine et quand nous entrons dans cette pièce, nous ne jetons pas debout, nous présentons des faits, propres, solides, inébranlables. » J'acquiesçai, sentant le poids s'installer sur mes épaules. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de sauvetage. Quand je suis rentré au motel, il m'attendait sur le parking, 2 bières à la main. Il n'a rien dit, il m'en a simplement tendu une et a fait teinter les bouteilles ensemble. « À la liberté, dit-il simplement. » Nous nous sommes assis sur le trottoir, sirotant lentement, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. L'air sentait la poussière et l'herbe sèche. Quelque part sur la route, un chien a aboyé. « Mais tu penses que ça cessera un jour de faire mal ?» ai-je demandé. Finalement, regardant l'horizon brillant, Pete but une longue gorgée de sa bière avant de répondre « Non, pas complètement, mais un jour, ça ne te contrôlera plus. » J'ai hoché la tête, laissant les mots s'installer dans mes os. Ce soir-là, j'ai emballé un petit sac polochon, un jean, une chemise propre, la vieille montre que Sophie m'avait offerte pour la fête des pères il y a 2 ans. Je ne courais pas, je ne partais pas. J'avais juste besoin d'être prêt à affronter n'importe quelle tempête que Jenna tenterait de déclencher lorsqu'elle réaliserait que les murs se refermaient, prêt à rester debout lorsque les mensonges s'effondraient autour d'elle, prêt à être le père. Sophie et personne n'en avait besoin. Stable, incassable et vrai. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je restais éveillé dans le lit du motel, regardant le plafond fissuré, écoutant le vin du climatiseur. Lorsque mon téléphone a sonné à 2h17, j'ai su, avant même de regarder, que ce serait elle, Jenna. Je l'ai laissé sonner. Ensuite, j'ai écouté le message vocal. Sa voix était brouillée, pleine d'alcool et de désespoir. « S'il te plaît, Jason, rentre à la maison. Nous pouvons résoudre ce problème. Les enfants ont besoin de toi, j'ai besoin de toi. Derrick est parti, Cameron est une erreur. Tu me manques, nous me manquons, s'il te plaît. » Le message s'est brisé en sanglots. J'étais assis là dans le noir, écoutant la femme que j'avais autrefois aimé se défaire sur un petit haut-parleur fissuré, et je n'ai rien ressenti, pas de haine, pas de pitié, pas de désir de réparer ça, juste un sentiment calme et solide de clôture. Le champagne était devenu cendre, la fête était finie et dans les ruines je n'étais plus celui qui rampait à travers les décombres. J'étais debout sur la terre ferme, n'attendant pas elle, mais mes enfants et la vraie vie que nous allions construire, loin des rêves brisés et des promesses vides qu'elle avait laissées derrière elle. Le palais de justice n'était ni grandiose ni impressionnant comme on le voit à la télévision. C'était un bâtiment trapu et gris, la peinture des volets s'écaillant, les trottoirs craquelés par les mauvaises herbes qui poussaient. Il avait l'air fatigué, le genre de fatigue que l'on ressent au plus profond de ses os après en avoir porté trop pendant trop longtemps. Je suis arrivé au parking environ 1 heure plus tôt. Je ne me précipitais pas, je ne paniquais pas. J'avais juste besoin d'un moment pour respirer. J'étais assis dans la voiture, regardant les portes du palais de justice, les mains légèrement posées sur le volant. Tout se résumait à cela. De l'autre côté de la ville, Jenna était probablement en train de répéter sa performance. Je l'imaginais déjà debout devant le juge, les larmes aux yeux, se décrivant comme l'épouse abandonnée, la mère surmenée, la femme qui avait lutté si courageusement contre toute attente. Et une fois, il y a longtemps, j'aurais pu le croire. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la vérité serait plus éloquente que n'importe quelle fausse larme. J'ai attrapé mon dossier sur le siège passager, propre, lourd, solide, et je suis sorti dans l'air froid du matin. Mes bottes craquaient sur le gravier. En traversant le parking, chaque pas me faisait l'effet d'une porte qui se fermait, scellant la vie que j'avais autrefois et en ouvrant une autre dans laquelle je n'étais pas encore complètement entré. À l'intérieur, le palais de justice sentait le papier et le vieux café. Les gens se déplaçaient dans les couloirs en chuchotant à leurs avocats, évitant tout contact visuel. Je me suis enregistré à la réception,
j'ai été dirigé vers la salle d'audience familiale B et je me suis assis sur le banc en bois dur à l'extérieur. Victor est arrivé 15 minutes plus tard, vif et calme comme toujours, une mallette en cuir balançant dans sa main. Il m'a repéré, a fait un rapide signe de tête et s'est assis à côté de moi. « Tu es prêt ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Tu es calme ?» dit-il, semblant presque surpris. « J'ai déjà vécu le pire » répondis-je. « Ce ne sont que de la paperasse. » Il sourit légèrement et s'appuya contre le mur. « Bien, ça jouera en votre faveur. » L'huissier a appelé notre dossier peu de temps après que je me sois levé, lissé le devant de ma veste et suivi Victor dans la salle d'audience. Jenna était déjà là, assise à la table du pétitionnaire avec son avocat, Connor Fields. Il ressemblait exactement à ce à quoi je m'attendais, 2 cheveux parfaits, un costume cher, juste un peu trop serré, et un sourire narquois qui criait un excès de confiance. Jenna portait une modeste robe bleu marine, ses cheveux tirés en chignon soigné et un maquillage minimal. Elle avait l'air fragile, délicate, exactement l'image qu'elle voulait projeter. Quand elle m'a repéré, quelque chose a clignoté dans ses yeux, peut-être du regret, peut-être de la rage, peut-être juste la froide prise de conscience que je n'étais pas revenu en rampant comme elle l'avait espéré. Le juge entra, une grande femme aux yeux perçants et à la voix qui ne laissait aucune place aux bêtises. Elle prit place, rappela la séance à l'ordre et fit signe à Jenna de commencer. Connor se leva et se lança dans un discours si répété que je pouvais pratiquement voir l'écart flotter devant lui. Il a dépeint Jenna comme une mère travailleuse abandonnée par son mari égoïste. Il a raconté à quel point elle s'était battue pour garder la maison, comment elle avait eu du mal à élever seule 2 enfants tout en endurant des difficultés émotionnelles inimaginables. J'ai écouté sans broncher. La juge écoutait aussi, le visage illisible, prenant parfois une note. Quand ce fut notre tour, Victor se leva lentement, presque paresseusement, comme s'il avait tout le temps du monde. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas attaqué. Il a simplement exposé la vérité une par une. Il a soumis les preuves, des dossiers hypothécaires montrant que j'avais entièrement payé la maison 6 mois avant mon départ. Des reçus montrant le prêt étudiant de Jenna payé intégralement par mois. La vidéo de la fête du gâteau de la liberté, des ballons, des confettis et le rire ivre de Jenna alors qu'elle trinquait à mon départ. Photo de Jenna en boîte, abandonnant Sophie aux tables des restaurants alors qu'elle flirtait avec les hommes. Témoignages des professeurs de Sophie, de Madame Grave et même de voisins exprimant leur inquiétude quant au comportement de Jenna et au bien-être des enfants. Chaque fois que Victor présentait un autre élément de preuve, je pouvais voir Jenna se rétrécir un peu plus sur son siège. Connor essaya de s'y opposer, essaya de retourner le récit en leur faveur. Mais Victor était méthodique, calme, impitoyable, d'une manière discrète et chirurgicale. Il n'attaquait pas le personnage de Jenna. Il exposait ses choix pièce par pièce. L'histoire qu'elle avait construite tomba en poussière lorsque Victor s'assit. La juge se pencha légèrement en avant, croisant les doigts. « Madame Kerr, dit-elle même de sa voix. Avez-vous quelque chose à présenter pour votre défense ?» Les mains de Jenna tremblaient légèrement alors qu'elle fouillait dans sa pile de papier. Mais il n'y avait là rien de solide. Pas de photos, pas de documents, juste des accusations tachées de larmes et des demi-vérités qui se sont dissoutes sous le poids des preuves réelles. Le juge a jeté un coup d'œil entre nous, entre la performance de Jenna et ma patience tranquille, puis a hoché la tête brusquement. J'en ai assez vu. Sa décision a été rapide et quand elle est arrivée. Elle a frappé Jenna comme un marteau, garde totale temporaire pour moi, visite supervisée uniquement pour Jenna, respect immédiat d'une évaluation complète avant même qu'un ajustement de garde ne soit envisagé. Le marteau frappa brusquement et définitivement. Jenna laissa échapper un halètement brisé, se couvrant la bouche avec sa main. Connor se pencha vers elle, murmurant furieusement, mais elle l'entendit à peine. Elle me regardait, non plus avec colère maintenant, mais avec quelque chose de plus proche de l'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas comprendre comment le récit auquel elle s'était accrochée pendant si longtemps lui avait glissé entre les doigts. Je me levai lentement, mon corps stable, mon esprit étrangement calme. Victor m'a tapé dans le dos alors que nous quittions la salle d'audience, d'une voix basse et satisfaite, « Tu as bien fait, Jason, tu es resté fidèle. » Dehors, le soleil brillait plus fort qu'il n'aurait le droit de l'être. Cela me piquait les yeux, mais cela ne me dérangeait pas. Je n'étais pas entré dans ce combat pour me venger, non pas pour écraser Jenna sous le poids de ses erreurs, mais pour Sophie et Noah, pour une vie bâtie sur quelque chose de réel. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, la vérité avait parlé plus fort que les mensonges,
Jenna pouvait tenir ses jeux, ses performances, ses promesses non tenues. Je repartais avec quelque chose de bien plus grand, le droit de recommencer, le droit de construire une nouvelle maison, le droit d'être le père que mes enfants méritaient, stable, fort et libre. Et quelles que soient les tempêtes que Jenna pourrait tenter de provoquer ensuite, je savais au fond de moi que nous les surmonterions ensemble. La première chose que j'ai remarquée en entrant dans la nouvelle maison, c'est à quel point elle était calme. Pas le silence lourd et misérable de la chambre de motel, mais un autre type de calme, ouvert, propre, plein de possibilités. Ce n'était pas grand-chose à regarder, pas encore. Les sols craquaient quand on marchait dessus. Les murs étaient un patchwork de peinture décolorée et de trous de clous. La cuisine sentait légèrement la poussière et les vieux citrons. Mais c'était le mien, pas celui de Jenny, celui de quelqu'un d'autre, juste le mien. Pet m'avait aidé à le trouver. Un petit rénovateur en hauteur à environ 20 minutes du garage. Rien d'extraordinaire, un porche tordu, une clôture affaissée dans la cour, mais il se trouvait au bout d'une longue rue où les enfants faisaient du vélo sans crainte, où les voisins me faisaient signe depuis leur allée, où personne ne connaissait mon passé et ne s'en souciait. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Le lendemain de l'audience, j'ai signé les papiers. Aucune hésitation, aucune hésitation. J'ai déménagé mes quelques affaires dans la même nuit, un vieux matelas, un sac polochon rempli de vêtements, une photo de Sophie et Noah que j'avais imprimée dans un kiosque d'épicerie. J'ai dormi sur le matelas nu par terre en écoutant la maison s'installer autour de moi et, pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, j'ai rêvé de l'avenir plutôt que du passé. 2 jours plus tard, je récupère Sophie et Noah. Ils se tenaient raides sur le trottoir devant la maison de la mère de Jenna. Le sac à dos en bandoulière sur leurs petites épaules, leur visage était un mélange d'espoir et de peur. Jenna n'était pas là. Sa mère a fait le transfert, les lèvres serrées, comme si elle remettait un sac d'épicerie au lieu de 2 enfants vivants et respirants. Je me suis agenouillé à la hauteur de Noah, ouvrant d'abord mes bras pendant une seconde. Il hésita, les yeux écarquillés, incertain. Puis il s'est lancé sur moi, enfouissant son visage dans mon cou, ses bras serrés si fort que je ne pouvais presque plus respirer. Sophie était plus lente, plus âgée, plus sage. Ses yeux scrutèrent les miens à la recherche de fissures, de signes indiquant que c'était juste un autre moment qui allait se briser. Je ne l'ai pas précipité, je suis resté là, stable comme une montagne, jusqu'à ce que finalement, enfin, elle fasse un pas en avant et enroule ses bras autour de ma taille. Nous rentrons à la maison, murmurai-je contre ses cheveux. Notre maison. Le retour s'est déroulé dans le silence. Sophie regardait par la fenêtre, écouteurs branchés, perdue dans la musique qui l'avait aidé à s'échapper. Noah bavardait nerveusement sur tout et rien. Un nouveau dessin animé, il aimait un drôle de chien qu'il avait vu au magasin, un rêve qu'il avait fait la nuit dernière. Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas appuyé sur Sophie, j'ai juste conduit. Une main sur le volant, l'autre posée là où Noah pouvait le voir, stable et présent. Lorsque nous sommes arrivés dans l'allée, Sophie a légèrement froncé les sourcils. Cela ne ressemble plus à avant. Non, j'ai dit que c'était différent, mais c'est le nôtre. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Noah a couru à l'intérieur le premier, son sac à dos rebondissant derrière lui, criant combien de pièces il y avait, combien d'espace il y avait pour jouer. Sa voix résonnait sur les murs vides. Plein de vie, plein d'espoir. Sophie resta un long moment sous le porche, regardant les marches fêlées, la peinture écaillée, la boîte aux lettres tordues. « Mais ce n'est pas parfait, dit-elle doucement. Non, j'étais d'accord. Ce n'est pas le cas, mais c'est réel. Elle m'a regardé, ses yeux, sérieux comme aucune jeune de 14 ans ne devrait avoir à l'être. Et puis elle hocha la tête une fois, sèchement et sûrement. J'en ai marre du faux. Elle a dit, moi aussi, gamin moi aussi. Nous avons passé la première nuit à dormir sur des matelas à même le sol. J'ai fait des spaghettis dans une boîte et nous avons mangé assis sur le sol du salon, des assiettes, en équilibre sur nos genoux, en riant quand Noah a laissé tomber une boulette de viande et que le chien, un chien, du refuge que Pet m'avait présenté pour l'avoir englouti en une seule bouchée. Ce n'était pas luxueux, ce n'était pas digne d'Instagram, mais c'était le nôtre. Au cours des semaines suivantes, nous avons reconstruit pièce par pièce. Je laisse les enfants choisir les couleurs de leur chambre, bleu vif pour Noah, violet foncé pour Sophie. Nous avons peint ensemble, mettant plus de peinture sur nous-mêmes que sur les murs, riant à en avoir mal au ventre. J'ai réparé des robinets qui fuyaient et des portes qui grinçaient. J'ai construit de toutes pièces des lits superposés pour Noah et j'ai aidé Sophie à installer un bureau où elle pourrait à nouveau dessiner,
ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Nous avons planté des fleurs dans la cour. Rien d'extraordinaire, juste quelques tournesols et marguerites, mais ils se tenaient fiers et brillants contre la vieille maison fatiguée, signe que la vie revenait. Petit à petit, les murs qui s'étaient construits entre nous ont commencé à s'effondrer. Au début, Noah s'accrochait constamment à moi, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il cligne des yeux. Je l'ai laissé. Je l'ai tenu dans mes bras à travers les cauchemars, à travers les larmes. Il n'a pas compris. J'ai répondu patiemment à chaque question, peu importe le nombre de fois où il m'a demandé si je restais vraiment. Je restais pour de bon. Sophie était plus dure. Elle la portait différemment, cachée au plus profond d'elle-même derrière des commentaires sarcastiques et de longs silences. Mais je n'ai pas poussé. Je me suis présenté encore et encore, stable et inébranlable. Et une nuit, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, elle a appuyé sa tête contre mon épaule. Sans un mot. Je n'ai rien dit. Je restais assis là, sentant le poids de sa confiance peser sur moi comme la chose la plus précieuse au monde. Un soir, après le dîner, Noah se tenait au milieu du salon, les bras tendus, un grand sourire. « C'est la meilleure maison de tous les temps », a-t-il annoncé. J'ai souri en lui ébouriffant les cheveux. « Pourquoi ça, mon pote ?»« Parce que tu es là », dit-il simplement. « Et nous pouvons être en désordre et heureux, et nous ?» Sophie renifla mais ne le nia pas. Elle leva simplement les yeux au ciel avec tendresse et recommença à se vernir les ongles. Je l'ai regardé, sentant quelque chose de chaud fleurir dans ma poitrine. Pas de fierté, pas de soulagement. Quelque chose de plus fort, d'espoir, de véritable espoir, pas de celui qui dépend du choix de quelqu'un d'autre, pas de celui qui disparaît quand quelqu'un s'éloigne, de celui que l'on construit de ses propres mains, stable et vrai. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je suis resté dans le haut milieu du salon, entouré de meubles dépareillés et de murs éraflés, et du doux bourdonnement d'une maison qui reprenait vie, et je savais au fond d'une certaine manière, je ne pouvais pas l'expliquer, que tout irait bien, peut-être pas parfait. Peut-être pas le conte de fées que Jenna cherchait autrefois, mais réel et réel était tout. Certains matins, je me réveille encore en sursaut, le cœur battant, m'attendant à moitié à entendre la voix de Jenna appeler depuis une autre pièce, cette vieille oppression. Me serrant la poitrine. Mais c'est différent maintenant. Les cauchemars ne me tiennent plus en otage. Au lieu de cela, quand je cligne des yeux, j'entends les doux ronflements de Noah dans le couloir, la musique de Sophie qui joue doucement derrière sa porte, le ruisseau de la maison s'installant sur lui-même comme une vieille frange qui tend les bras. J'entends à la maison. Ce n'est pas une vie parfaite. Je ne prétendrai pas que c'est le cas. Les factures s'accumulent toujours plus vite que je ne le souhaiterais. Le lave-vaisselle tremble comme s'il envisageait de s'arrêter à chaque fois que nous le faisons fonctionner. Certaines nuits, la solitude s'installe, chuchotant sur la famille que je pensais avoir pour toujours, sur les promesses qui se transforment en fumée. Mais ensuite je m'assois à table en face de deux enfants qui rient encore trop fort, qui se disputent toujours pour savoir qui aura la dernière part de pizza, qui me regardent toujours comme si j'étais l'endroit le plus sûr qu'ils connaissent. Et je me souviens pourquoi j'ai choisi ça. La liberté n'est pas gratuite. Cela vous a coûté du confort, cela vous a coûté des illusions. Cela vous coûte des morceaux de vous-même auxquels vous ne saviez même pas que vous vous accrochiez. Mais cela vous donne quelque chose d'inestimable en retour. Cela vous donne la vérité. Cela vous donne la paix. Parfois, Sophie m'aide à repeindre le salon après l'école, en écoutant de vieilles chansons de ma playlist, en me taquinant sur mes terribles goûts musicaux. D'autres fois, Noah et moi réparons le jardin, en mettant les planches en place pour une cabane dans les arbres dont il rêvait. C'est un travail lent, compliqué, imparfait, mais c'est le nôtre. Chaque ongle tordu, chaque éclaboussure de peinture, chaque muscle endolori à la fin de la journée ressemble à une cicatrice que nous avons gagnée ensemble. Jenna essaie toujours à sa manière de se frayer un chemin pour revenir. Au début, c'étaient les appels téléphoniques qui pleuraient, les « je suis tellement désolé », Jason, les messages vocaux qui s'empilaient comme des courriers indésirables. Ensuite, cela s'est transformé en publications sur les réseaux sociaux. Des barbes subtiles signifiaient pour moi de voir des photos d'elle riant avec des amis, des légendes sur de nouveaux départs et des femmes fortes qui s'élèvent au-dessus. Cela ne m'a pas ému, plus maintenant. J'ai appris après tout que son monde dépendait de l'attention, bon ou mauvais. Ce qu'elle craignait le plus, ce n'était pas de me perdre, c'était de perdre son public, et j'ai refusé de jouer à nouveau un rôle dans son émission. Victor a traité les derniers documents avec précision.
Les modalités de garde ont été finalisées. Jenna a reçu l'ordre de suivre des cours de parentalité avant même que des visites non supervisées puissent être envisagées. Le soutien financier a été fixé de manière simple et minimale. Pas de drame, pas de faille qu'elle pourrait exploiter. À chaque fois une nouvelle notification arrivait, une autre forme juridique, un autre rendez-vous. Je l'ai signé calmement, sans colère, sans amertume. C'était fait, c'était fini. La chaîne qu'elle avait si soigneusement enroulée autour de mon cou au fil des années s'était finalement cassée et l'air était plus pur sans elle. Un samedi après-midi, après une longue matinée passée à réparer la balustrade du porche, Noah a tiré sur ma manche, le visage sérieux. « Est-ce qu'on reste ici pour toujours, papa ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé, vraiment regardé, remarquant la façon dont ses joues s'étaient à nouveau remplies, la façon dont ses yeux n'avaient plus ce regard perdu et hanté. « Ouais, mon pote, dis-je. Pour toujours. » Il sourit et retourna à toute vitesse à sa pile de Lego, construisant des tours qui s'élevaient chaque jour plus haut. Sophie n'a pas été aussi prompte à faire confiance à ce mot pour toujours. Elle en avait vu davantage, ressenti davantage. Elle était assez vieille pour comprendre à quelle vitesse une éternité peut se transformer en au revoir. Mais petit à petit, elle a également commencé à planifier ses racines. Elle s'est à nouveau inscrite au club d'art. Elle m'a aidé à préparer le dîner sans qu'on me le demande. Elle a commencé à laisser sa porte ouverte la nuit, juste un peu, pour que le doux bruit de la famille puisse entrer. Un soir, après que le soleil se soit couché et ait rendu le ciel doré et violet, nous nous sommes tenus tous les trois près de la vieille boîte aux lettres délabrée au bout de notre allée. Je tenais une bombe de peinture rouge en aérosol et Noah m'a tendu un rouleau de pochoir qu'il avait trouvé au magasin d'artisanat. Comment devrions-nous l'appeler, ai-je demandé. Sophie pencha la tête, considérant que Noah rebondissait sur la pointe des pieds, éclatant d'excitation. De nouvelles racines, dit enfin Sophie, d'une voix pensive, cette maison, elle n'est pas parfaite, ce n'est pas la même, mais c'est là qu'on recommence. J'ai souri, le genre de sourire qui venait de quelque part au plus profond de moi, pas seulement par habitude.